Bonjour. Comme tous les rois de France, et notamment les Valois, François Ier, surnommé le père des veneurs, était passionné de chasse. Il fonda la capitainerie des chasses de Fontainebleau en 1534, dont le ressort de laquelle il se réservait le droit de chasser, même hors du domaine royal. Il était par ailleurs amateur de fauconnerie et il créa une héronnière pour élever des oiseaux destinés à être chassés. Outre qu'elle permettait un entraînement militaire en temps de paix, la chasse était perçue pour lui comme un loisir utile permettant de se délasser après des heures de travail acharné. Jamais il ne renonça à ce plaisir et à cette activité physique, même malade. Or, à partir de 1457, le flamboyant vainqueur de Marignan était souvent mal fichu, pour ne pas dire malade. Il souffrait fréquemment de gros rhumes et d'accès de fièvre, mais surtout d'un mal qu'on appelait en France le mal de Naples, depuis que Charles VIII avait envahi le royaume de Naples en 1494 et que son armée l'avait contracté. Ce mal, un médecin italien, Jérôme Frascastor, lui avait donné le nom de syphilis. En 1547, François Ier avait 52 ans. Et si les ambassadeurs vénitiens lui trouvaient un air superbe de majesté, il avait considérablement grossi et vieilli en quelques années, et il était blanc de barbe et de cheveux. À cause du mal de Naples, il était toujours souffrant et se montrait presque plus à cheval, mais il accompagnait toujours la chasse, même s'il devait le plus souvent se faire transporter en litière, comme nos bons rois fainéants, disait-il en riant. En mars, au désespoir de ses médecins, toujours surpris de la désinvolture à la gaffe de sa santé, il partit pour Villepreux, non loin de Noisy-le-Roi, pour accompagner une chasse, mais pris par une fièvre tenace, il dut faire halte au château de Rambouillet pour se reposer. Le château de Rambouillet était alors une bâtisse peu confortable et trop exiguë pour accueillir une suite royale, même si le maître des lieux, Jacques d'Angène, son capitaine des gardes du corps et son ami fidèle, ne cessait de l'agrandir et de l'embellir. Quoi qu'il en soit, François n'avait pas le choix, et il lui fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur. En l'accueillant dans la grande salle du rez-de-chaussée, aux murs couverts de plaques de marbre, qu'il venait de faire aménager par le maître maçon Olivier Imbert, Jacques d'Angène eut du mal à dissimuler son étonnement et son inquiétude. Comme le roi avait changé en quelques mois! François finit par s'en apercevoir et lui lança en riant « Allons, mon bon ami, ne faites pas cette tête. C'est vrai que je ne suis pas bien gaillard, mais ne vous alarmez pas, je ne vais pas mourir demain. » Ah, malheureusement, il ne croyait pas si bien dire, et ce qui ne devait être qu'une halte devint un séjour au cours duquel sa santé ne cessa de se détériorer jusqu'à ce que survint l'échéance fatale. Le 29 mars, le dauphin Henri fut appelé instamment auprès de son père à la dernière extrémité. Il arriva aussitôt accompagné de Catherine de Médicis, qu'il avait épousée 14 ans plus tôt à Marseille, alors qu'ils avaient tous deux à peine 14 ans. François Ier, lors de quelques brefs instants de lucidité, lui confia le destin du royaume.
Les relations entre François et son fils avaient toujours été conflictuelles. Souvent, des scènes violentes éclataient entre eux, quelquefois pour des broutilles, et Catherine s'efforçait de les apaiser. Ainsi, depuis 2 ou 3 ans, Henri avait pris la fâcheuse habitude de commencer chacune de ses phrases par « Quand je serai roi !» ce qui avait pour effet d'exaspérer François. Un jour, il finit par éclater. « Suis-je donc mort pour que vous bâtissiez votre royaume sur ma tombe ?» Henri était l'antonyme de son père. Par ailleurs, le moins que l'on puisse dire est que, contrairement à François Ier, il n'était pas un joyeux de rire. Il était même franchement lugubre, au point que selon le Vénitien Dandolo, nombre de ceux qui sont à la cour assurent ne l'avoir jamais vu rire une seule fois. Henri était ce que l'on appelle un agelaste, c'est-à-dire qu'il ne riait jamais et ne réagissait ni aux plaisanteries ni aux blagues. Au chevet de son père, il ne manifestait aucune émotion. Catherine, au contraire, était secouée de sanglots. Son affection pour son beau-père était profonde. François Ier lui avait toujours témoigné une grande bienveillance, et en toutes circonstances, elle avait trouvé auprès de lui un appui indéfectible. Quand elle débarqua à la cour de France, c'est un monde nouveau qui s'ouvrit à elle. La petite duchesse Florentine fut plutôt mal accueillie. On craignait en effet une nouvelle guerre en Italie, et l'on disait que le pape avait trompé le roi. La cour de France est atrocement méchante, n'épargne rien, pas la moindre maladresse, pas le moindre faux pas. Catherine ne connaîtra pas, d'ailleurs, d'état de grâce. Elle dut subir toutes les rebuffades, toutes les railleries. Très vite, elle constata qu'il n'y avait en fait à la cour que 2 hiérarchies. L'une officielle, réglée par les titres et les emplois, et l'autre, effective celle-là, basée sur la place plus ou moins large occupée par ceux qui avaient la faveur du roi et des courtisans. Ainsi, la reine Éléonore, première dame de France selon l'étiquette, cédait moralement le pas à Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes, première dame de cœur du roi. Elle découvrit aussi la présence encombrante d'une autre femme qui semblait étendre ses charmes et son arrogance sur une bonne partie des sujets de Sa Majesté, quoique son pouvoir ne semblait pas provenir tout à fait de la même source. C'était Diane de Poitiers, veuve du grand sénéchal de Normandie, grand veneur de France, le feu comte Louis de Brézé, descendant en droite ligne des amours de Charles VII et de sa maîtresse Agnès Sorel. Le roi lui apprit que Diane était sa parente, puisqu'elle avait eu pour grand-mère Jeanne de Bourgogne, de la même famille que Madeleine de la Tour d'Auvergne, la mère de Catherine. Instinctivement, Catherine ne ressentit aucune attirance pour sa cousine éloignée, que la beauté incontestable fascinait tous ceux qui l'approchaient. Son visage, d'un ovale très pur, respirait l'intelligence et la finesse d'esprit. Son regard et sa bouche, finement dessinée et encadrée de lèvres de carmin légèrement serrées, exprimaient sa force de caractère et sa détermination. Son corps admirable et sa peau laiteuse étaient fort habilement mis en valeur par ses robes sombres que lui imposait son récent deuil, porté avec dignité et élégance.
Elle était drapée dans son veuvage comme une vestale dans sa tunique, mais n'impressionnait pas Catherine pour autant. Elle n'ignorait pas qu'à la mort de Claude, la première épouse de François Ier, Diane avait été chargée de l'éducation de ses enfants, dont le jeune prince Henri, et qu'après la désastreuse défaite de Pavie, François, pour recouvrer sa liberté, avait été contraint de laisser 2 de ses fils en otage en Espagne pendant 4 longues années. C'est Diane, au service de la régente Louise de Savoie, mère de François Ier, qui avait accompagné les jeunes princes jusqu'à la frontière espagnole. Catherine savait aussi que c'est à ce moment-là que naîtra cette tendresse particulière entre Henri, alors âgé d'une 12aine d'années, et la belle Diane, laquelle, lorsqu'elle le quitta à la frontière, déposa un baiser sur son front. Ce baiser scella leur affection réciproque, affection qui se transforma bientôt pour lui en véritable passion pour cette déesse. Il lui dédia même des vers bouillonnants et rêvait de porter ses couleurs dans la lice du palais des Tournelles. Toutefois, quand il s'enflammait trop, Diane le repoussait avec une douceur toute maternelle. Leurs relations restèrent chastes au début, mais comment résister à celle qui était considérée à juste titre comme la plus jolie femme de la cour, mais aussi la plus brillante et la plus cultivée, qui savait à merveille lancer les modes et les défaire selon ses caprices. Elle avait réussi le tour de force de transformer progressivement le taciturne et austère Henri et de lui faire connaître de nouvelles émotions, de nouveaux plaisirs, même si, en public, il savait garder une impassibilité, une froideur et une élégance qui parvenaient à tromper tout le monde, ambassadeur ou courtisan, à commencer par Catherine elle-même. Ce n'est que lentement que ses yeux se dessillèrent et qu'elle finira par admettre l'impensable. Diane dominait entièrement le cœur d'Henri et imposait son influence. Puis vint le jour où Catherine apprit la mort du dauphin François de France en août 1536. Elle fut alors saisie de vertige. Elle se rendit compte qu'elle était entourée d'ennemis à la cour et que certains n'hésiteraient pas à insinuer qu'elle pourrait être intéressée à cette mort, et de là à l'accuser de meurtre, il n'y avait qu'un pas. Son époux Henri, devenu dauphin, la voici à seulement 17 ans, l'héritière du trône, et en même temps suspecte. Ce jour-là, elle prit sa tête entre ses mains et resta prostrée quelques minutes. Elle crut un moment perdre la raison. Mais une autre idée, plus pénible encore, l'effleura. Tolérerait-on qu'elle demeure l'épouse du nouveau dauphin à qui elle n'avait encore donné aucun fils? Que faire d'une dauphine incapable d'enfanter? Et puis, il y avait Diane. Henri ne jurait que par elle, et même si elle en était persuadée à ce moment-là, il n'y avait d'autre lien qu'affectueux entre eux jusqu'à ce jour, tout pouvait changer désormais. Mon Dieu! Que faire? Comment s'en sortir? D'autant plus que, depuis quelques mois, elle constatait qu'Henri s'éloignait d'elle. Elle souffrait de son indifférence à son égard, car elle l'aimait,
Elle l'aimait passionnément, depuis le premier jour. Elle lui pardonnait tout. Elle avait fermé les yeux depuis le début sur ses innombrables incartades. Or, elle le voyait de moins en moins. Quand il rentrait de la chasse, transpirant et exténué, il n'avait même pas la force de lui adresser quelques paroles aimables. Il se couchait et s'endormait aussitôt d'un sommeil profond. Elle finira par confier son désenchantement à la duchesse d'Étampes. Celle-ci lui répondit: « Si monsieur le dauphin daignait seulement prélever un quart du temps qu'il passe avec la sénéchale de Normandie, madame la dauphine aurait sans doute plus de chance de lui donner un héritier. » Dur, dur, comme vous pouvez imaginer, très dur à entendre. Catherine crut défaillir. Il lui sembla que le voile qu'elle tenait tiré depuis des mois sur sa conscience lui était brutalement arraché comme un pansement d'une plaie béante. Cela pouvait donc signifier, elle en était sûre à présent, cela signifiait que Henri l'a trompée avec sa cousine au prénom de déesse. Ah, quelle humiliation! Par ailleurs, il ne faut jamais oublier, excusez-moi de me répéter, jamais oublier que Catherine aimait passionnément son époux. Ce qu'elle éprouvait à présent, ce n'était pas seulement de la jalousie. Elle ressentait un sentiment qu'elle n'avait peut-être jamais éprouvé jusqu'à ce jour. Un sentiment de haine. Haine pour cette femme. Haine pour cette cour libertine. Haine pour ce pays inconstant et fantasque. Elle songeait à la mise en garde de son oncle, le pape Clément VII, contre la versatilité d'un peuple prompt à revenir sur ses premiers amours. Le seul pour lequel elle n'éprouvait pas ce sentiment nouveau, malgré tout ce qu'elle endurait à cause de lui, c'était Henri. Bien au contraire, sa passion, la folle passion pour lui, se renforça avec les épreuves qui ne faisaient que commencer, comme on va le voir, et elle saura dès lors supporter avec dignité cette situation. Stoïque, elle serre les dents et ravale ses rancœurs en attendant peut-être des jours meilleurs. Ce qu'elle redoutait le plus, c'était d'être répudiée. Le mot terrible, répudiation, était prononcé fréquemment à la cour de plus en plus ouvertement. Alors, elle commença à s'affoler. D'abord, un tel scandale éclabousserait à jamais la famille Médicis et réjouirait certainement Diane. Elle ne supportait pas cette idée, mais surtout, elle ne pouvait pas envisager de vivre loin de Henri, cet homme qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle aimait follement depuis le premier jour. Répudiation. Répudiation. Dans sa tête, sans cesse, il revenait le mot affreux et il l'épuisait mentalement et physiquement. Comme pour l'exorciser, elle décida de tenter le tout pour le tout. Un matin, elle se précipita aux pieds de François Ier en l'implorant. « Sire, laissez-moi entrer au couvent. » Le roi, éberlué par cette supplique, s'écria, en s'adressant à Brusquet, son fou favori, « Ma bru est devenue folle !» Brusquet lui aurait alors répondu, avec une certaine insolence, « Il y aura enfin 2 personnes censées à la cour. » François le rabroua en riant, puis
il se serait penché affectueusement sur Catherine et il lui aurait dit, en lui caressant les cheveux, « Mon enfant, quelle idée saugrenue !» Catherine, en sanglotant, lui fit part alors de sa crainte d'être répudiée, puisqu'elle ne pouvait donner au dauphin une descendance. Le roi bondit alors de son siège. « Henri, vous répudiez? Oh, quelle folie! Je châtierai désormais ceux qui oseront tenir de pareils propos. » Elle parut rassurée et décida de ne pas lâcher et de se battre pour conserver son époux adoré. Contrairement à ce qu'elle pensait, Diane ne poussait pas Henri à répudier son épouse. Bien au contraire. En effet, dans l'hypothèse où Henri répudie Catherine et prenne une autre épouse, il n'était pas sûr du tout que Diane maintiendrait son empire sur lui. Elle avait donc tout intérêt à soutenir la dauphine et à l'aider à consolider sa position à la cour. Elle fera donc ce qu'il fallait pour se rapprocher d'elle et devenir même son amie. Catherine joua le jeu, mais sa haine pour Diane restait tapie dans le secret de son cœur. Devenue sa première dame d'honneur, Diane la servira pourtant au quotidien avec zèle. Je disais précédemment que Catherine avait décidé de se battre pour conserver son époux adoré. Mais pour cela, il fallait absolument qu'elle lui fît un enfant dans les meilleurs délais, car elle savait bien que le roi François Ier n'était pas immortel, et qu'un jour, sans doute, il ne serait plus là. Sans l'appui du trône, elle ne pourrait plus alors compter que sur le secours du berceau. Mais celui-ci restait désespérément vide. Se rappelant cette phrase de son oncle, le pape Clément, lors de son mariage à Marseille, « A figlia ingano, non magna mai la figli dolenza. À fille d'esprit, les enfants ne manquent jamais. » Elle consulta tous les médecins du royaume et usa de tous les artifices possibles pour enfin tomber enceinte. Tomber enceinte. Cette expression m'a toujours un peu étonné, car dans le verbe tomber, il y a une notion négative. On tombe dans une crevasse, on tombe d'un pont, on tombe malade. Il est vrai, me direz-vous, que l'on tombe aussi amoureux. En fait, cette expression, à l'origine, vient du fait que l'on ignorait autrefois comment contrôler les naissances. Aujourd'hui, suivi d'un attribut, le verbe tomber prend tout simplement le sens de devenir. La médecine s'avérant incapable de résoudre son problème, Catherine se tourna alors vers les astrologues et les alchimistes, dont certains qu'elle avait connus dans sa petite enfance à Florence et avec lesquels elle était restée en relation. Bien des années plus tard, elle introduisit à la cour le fameux mage de Saint-Rémy, Michel Nostradamus. Vous savez qu'elle s'adonna toute sa vie aux pratiques occultes. Et ce goût pour ces pratiques date sans doute en grande partie de cette période de sa vie où elle usa de tous les moyens, même les plus fantaisistes, pour pouvoir enfanter. Rien ne la rebutait, tant son désir d'être mère était immense. Elle se mit à porter toutes sortes de scapulaires, sur lesquels figuraient des signes kabbalistiques et des inscriptions magiques en langue latine et en hébreu. Elle coulut dans sa ceinture des sachets renfermant des fientes de coq. Puis, se référant à Isidore le physicien,
descendre d'une grosse grenouille, parce que, disait-il, ce fétiche arrête le flux des monstrues. Et ben voilà, toutes sortes de filtres et de décoctions étranges, et on se demande même comment elle ne parviendra pas à s'empoisonner en absorbant toutes ces mixtures abominables. Par ailleurs, elle évita de voyager à dos de mulet, ce qui était courant à l'époque, en raison du fait que cet animal réputé infécond communiquait sa stérilité aux femmes. En revanche, elle se mit à boire l'urine de cet animal, qui, d'après Selva Photius, rendait immanquablement fécond une femme stérile. Elle consulta les formules d'Albert le Grand. Prenez l'herbe appelée verge du pasteur, mêlez-la et détrempez-la avec du sucre de mandragore. Si l'on donne ce breuvage à une femme ou à un animal femelle, elle deviendra pleine et fera un être de son genre et de son espèce. Enfin, elle se décida à absorber du lait de jument avant tout commerce charnel, puis du vinaigre fort dans lequel on faisait infuser la patte gauche arrière d'une belette. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle disposait de beaucoup de courage, allant jusqu'à ingurgiter de la corne de cerf pulvérisée et mêlée à de la viande de vache en décomposition. Du courage et une santé à toute épreuve. En 2019, à l'occasion des 500 ans de sa naissance, le célèbre château de Chenonceau, enjambant le Cher, recréa l'apothicaire de la reine dans le bâtiment des Dômes et présenta une collection de 300 pots du XVIe, du XIVe même siècle au XVIIIe siècle, comportant notamment de très rares albérellis qui renfermaient les drogues solides et les onguents, des pots canons pour la conservation des baumes, des piluliers, des chevrettes pour les sirops, de grands pots à thériaque pour les remèdes composés de plus de 60 ingrédients, ainsi que des balances et des mortiers, dont certains dépassant allègrement 1 mètre de haut. C'est une collection étonnante qui laisse pantois les visiteurs. Si Catherine expérimentait volontiers toutes les recettes de bonne femme et se livra même à la sorcellerie, à la magie noire et au rite d'envoûtement pour atteindre son but, cela ne l'empêchait pas de prier ardemment le bon Dieu et tous ses saints. Elle s'adressait autant à lui qu'au diable. Autant ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je ne saurais vous dire avec certitude si ce sont les effets de ces pratiques magiques ou les recommandations des médecins, et notamment de Jean Fernel, qui conseilla à Henri de visiter sa femme durant les 5 jours du mois où elle était interdite, et d'essayer de nouvelles postures sexuelles. Quoi qu'il en soit, un beau matin, Catherine, très émue, se présenta devant François Ier et lui annonça tout de go. « Votre Majesté, je crois que le Seigneur nous a exaucés. »« Morbleu, ma fille !» s'écria le roi tout joyeux. « Venez dans mes bras !» Quelques mois plus tard, en janvier 1544, vint au monde à Fontainebleau le premier-né tant attendu du couple princier, un petit garçon chétif, mais qui tétait goulûment. Il reçut le nom de François comme son grand-père et deviendra roi en 1559. Catherine était enfin admise dans la famille de France.
Après François, suivit l'année suivante une petite fille, Claude, vive et robuste. On sait qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, avec une aisance de matrone, elle allait mettre au monde pas moins de 10 enfants, dont 7 survivront. En même temps, son physique change. Elle gagne peu à peu cet embonpoint demeuré fameux. Elle le doit aussi à sa gourmandise qui touche à la goinfrerie. Si Henri se montra un peu plus aimable avec elle, son influence auprès de lui resta pratiquement nulle. Elle était chargée de procréer et on ne lui demandait rien de plus. 10 enfants en 25 ans de mariage. C'est ce qui s'appelle rattraper le temps perdu. Et Diane était là, toujours là, bienveillante, aux petits soins avec elle, assistant même à ses accouchements, puis, plus tard, s'occupant des enfants qui feront de plus en plus fréquemment de longs séjours au château d'Annette, sa résidence préférée, construit pour elle par Philibert Delorme, le grand architecte de la monarchie. Toutefois, ces enfants, et il faut bien le dire, étaient tous tarés physiquement ou intellectuellement, parfois l'un et l'autre. Henri II n'hésitera pas à lui en faire grief, en parlant du sang gâté des Médicis. Mais retrouvons à présent Catherine et Henri au chevet du roi François mourant en ce mois de mars 1547. Jusqu'à la fin, Catherine sera à ses côtés. Elle était encore près de lui le 30 mars. Et le 31 mars, vers 2 heures du matin, lorsqu'il rendit son âme à Dieu. Henri devient roi sous le nom de Henri II et Catherine reine. Très grand, très droit, brun de peau et de poils, la barbe courte, les cheveux ras, tel est l'homme que Catherine admire et adore depuis le premier jour. Un accident l'avait conduit à créer une mode. Pour cacher une cicatrice à la gorge, souvenir d'un abcès, il avait renoncé aux larges encolures et imposé des cols très hauts, serrés autour du cou, se haussant jusqu'aux oreilles et surmontés d'une fraise empesée. La tête, immobile dans ce carcan, y avait gagné une majesté nouvelle. Catherine, si elle adorait son époux, sait bien que la réciproque n'est pas vraie. Elle sait bien que maintenant que le roi François Ier était mort, c'est son plus ferme soutien qui avait disparu. Elle n'ose encore envisager le combat qu'elle va devoir livrer. Elle va devoir s'imposer face à Diane de Poitiers, qui plastronne comme si elle venait de conquérir le royaume. Elle reste toutefois toujours aussi affable et prévenante avec Catherine. Aussitôt les obsèques de François Ier achevées, Henri rappela auprès de lui tous ceux que l'inimitié du défunt avait chassés, comme le connétable de Montmorency, qui, tout en étant un proche de Diane, entretenait des relations courtoises avec Catherine. De nouveau enceinte, Catherine ne sera pas sacrée en même temps que son époux en juillet 1547. Ce n'est que 18 mois plus tard qu'elle s'agenouilla sur le coussin cramoisi qu'on lui présenta sous les voûtes de la basilique Saint-Denis, pleine à craquer, avant
d'embrasser le reliquaire tendu par le cardinal de Bourbon et écouter distraitement les premières oraisons. Sans doute songeait-elle, que de chemin parcouru. Elle était, j'en suis persuadé, aussi émue que le jour de son mariage à Marseille. Elle s'étonna cependant que ce cérémonial ne permettait pas que le roi se trouve à ses côtés. Décidément, les usages en France la surprennent encore. Y aura-t-il donc toujours une barrière entre deux? Au cours de la cérémonie, son regard se porte inconsciemment vers Diane, debout à quelques mètres d'elle. Ce n'est que lorsque le cardinal lui posa sur la tête la massive couronne d'or qu'elle réalisa, je crois, l'étendue des devoirs et des droits de son écrasante dignité. Après l'office, ce fut un festin fastueux réunissant tous les grands dignitaires de la cour, et elle fut sensible au fait que Henri II se montra plein de prévenance pour elle. Mais pourquoi s'en étonner? Après tout, n'était-elle pas reine de son royaume et mère de ses enfants? Au moment où chacun leva sa coupe à la prospérité du royaume, le connétable de Montmorency murmura à son oreille: « Buvez ce vin, ma chère, mais ne vous demandez pas si vous le devez à la fécondité de la vigne ou à l'habileté du vigneron. » Et il vida son anape d'un trait. Catherine avait beaucoup appris à la cour durant toutes ces années. Elle n'avait plus la crédulité et l'ingénuité de la petite duchesse florentine tout juste sortie de l'enfance. À l'approche de la trentaine, des doutes de plus en plus sérieux sur les relations entre Henri et Diane traversaient l'esprit de Catherine. Diane et Henri ne se permettaient pas la moindre marque d'intimité en public, assurera un ambassadeur italien. Il ne s'est jamais vu aucun acte déshonnête. Un autre écrira à propos de Henri: pour les plaisirs charnels, on peut le dire très chaste. Avant même l'avènement d'Henri II, le diplomate vénitien Marino Cavallo écrivait à son sujet: il n'est guère à donner aux femmes, la sienne lui suffit. Pour la conversation, il s'en tient à celle de madame la sénéchale de Normandie, âgée de 48 ans. Il a pour elle une tendresse véritable, mais on pense qu'il n'y a rien là de lascif, que c'est comme mère et fils. En fait, les ambassadeurs avaient une idée erronée sur leur relation. Plutôt que de tendresse, c'est plutôt de passion qu'il faudrait parler. Si Henri était discret avec Diane en public, en privé, il la couvrait de cadeaux, bijoux, souvent de la couronne, hôtels parisiens, terres, sans parler du fastueux domaine de Chenonceau. Et sur les tableaux qui le représentaient, il faisait toujours figurer le croissant de lune, symbole de Diane, la déesse chasseresse, et même dans son monogramme, on pouvait remarquer que les initiales entrelacées d'Henri et de Catherine, H et C, formaient malicieusement le D de Diane. Malgré la discrétion de Diane et d'Henri, et au vu de tous ces petits signes, des doutes s'insinuèrent de plus en plus dans l'esprit de Catherine sur leur liaison, que l'on disait platonique. À la fin, elle voulut en avoir le cœur net. Les ordres qu'elle donna à ses valets parmi les plus sûrs les laissèrent pantois, mais ils s'exécutèrent aussitôt et se munirent de scie.
de lime et de marteau. Cela se passait vraisemblablement au château de Saint-Germain-en-Laye. Les appartements de Diane étaient situés juste en dessous de ceux de la reine. Les valets découpèrent soigneusement un morceau de plancher, traçant dans le bois une ouverture. Lorsque les dernières poussières de sciure eurent été ôtées, ils se retirèrent sans un mot. C'est alors que se produisit cette scène incroyable et pourtant authentique, je peux en tout cas vous l'assurer. Malgré sa robe de brocart de soie tissée de fil d'or et sa fraise empesée qui lui enserrait le cou, Catherine ramena les pans de sa robe au-dessus de ses genoux, posa ses mains sur le dallage et s'agenouilla tant bien que mal, les ongles de ses doigts enfoncés dans sa paume. De toutes ses forces, elle regarda à travers le plancher, à s'en crever les yeux, fixant juste au-dessous d'elle cette chambre somptueuse et ce lit d'apparat. Elle avait honte d'agir ainsi, mais elle ne se dominait plus. Elle voulait être convaincue de la trahison d'Henri. Elle ne pouvait plus se contenter d'hypothèses, même flagrantes. Il fallait qu'elle sache, à tout prix, même au prix des plus cruelles souffrances. Son amour, sa passion exacerbée pour son époux, au lieu de s'émousser avec le temps, était de plus en plus vive. Mais, même si elle redoutait de connaître la réalité et de souffrir encore plus, il était grand temps pour elle de savoir. Elle n'eut pas à attendre très longtemps. Un rire perlé lui annonça l'arrivée de celle que l'on nommait dans les couloirs des palais la plus que reine. Diane s'accrochait à l'épaule de celui qui était son amant depuis bien longtemps. En fait, on sait aujourd'hui que, d'après la plupart des historiens, que c'est en 1538 ou 1539 que Diane était devenue la maîtresse d'Henri. Il venait de perdre son frère aîné et il se retrouvait dauphin. Catherine, contenant sa haine pour sa rivale et surmontant sa douleur, assiste alors stoïquement aux ébats des deux amants. Catherine, contenant sa haine pour sa rivale et surmontant sa douleur, assiste donc à cette situation effarante. Elle voit sur le visage de son époux le plaisir qu'elle n'est jamais parvenue à lui donner. Elle voit la forme de leur corps nus. Elle constate la jouissance que Diane réussit à offrir à Henri et elle réprime un formidable haut-le-cœur. Elle tient bon pourtant, supporte tout ce spectacle abject et finit par se relever quand tout a été consommé, lissant sa robe d'un revers de sa paume. Même bafouée, même humiliée, n'est-elle pas reine? N'est-elle pas une Médicis? Catherine s'en remettra, et elle finira même par s'accommoder de ce singulier ménage à trois. Ce singulier ménage à trois, où le plus effacé, comme l'écrivit fort justement l'écrivain Robert Burnand, est assurément le héros dont les deux autres se disputent le cœur. Après avoir vu de ses yeux la scène que nous venons d'évoquer, Catherine sait bien que la partie est perdue et que Henri continue à brûler pour Diane. Quand on lit aujourd'hui ses correspondances avec elle,
On en est aussitôt convaincu. Ces lettres sont un éloquent témoignage sur l'intensité de son amour. Henri voulait qu'elle soit constamment à ses côtés. Il ne supportait pas ses absences. Il lui écrit un jour: « Je crois que vous pourrez assez penser le plaisir que j'aurai à Fontainebleau sans vous voir, car étant éloigné de celle dont dépend tout mon bien, il est bien malaisé que je puisse avoir joie. » Encore: « Je ne puis vivre sans vous, ma Diane. » Et il signe ses lettres: « Celui qui vous aime plus que lui-même. » Ou bien: « Vous supplie avoir toujours souvenance de celui qui n'a jamais aimé et n'aimera jamais que vous. » Diane est sa princesse, sa dame reine et maîtresse. Elle est la forteresse de sa foi, sa déesse. Elle lui est aussi indispensable que l'air qu'il respire. On a pu s'interroger à juste titre sur cet amour singulier de Henri pour une femme qui, je vous le rappelle, avait 20 ans de plus que lui et pouvait être sa mère. Diane fut incontestablement une femme d'influence, même s'il est difficile de dire précisément si elle eut un rôle politique important. Ce qui est sûr, c'est qu'Henri lui posait souvent des questions sur les problèmes politiques et tenait compte de ses avis. Par son ascendant sur le roi, il est certain qu'elle joua un rôle politique dans le gouvernement du royaume. Mais là où l'influence de Diane s'avéra la plus importante, c'est dans la distribution des charges de la cour. Ses protégés accèdent à des postes importants, comme André Blondel, nommé trésorier de l'épargne, et Jean de Bertrand, nommé garde des sceaux. Par ailleurs, Diane se posait en championne du catholicisme le plus intransigeant, et elle poussa Henri dans la voie de la répression contre les réformés. Catherine n'approuvait pas cette politique, qu'elle trouvait absurde, mais elle se taisait, sachant qu'Henri faisait peu de cas de son opinion. Enfin, Diane favorisa l'ascension de la famille des Guise, auquel elle était apparentée depuis le mariage de sa fille Louise à Claude de Lorraine, le frère de la reine d'Écosse, Marie de Guise, mère de la future Marie Stuart. C'est elle d'ailleurs qui proposa la main de Marie Stuart au dauphin François et favorisa leur union en avril 1558. Enfin, elle excellait dans le domaine des arts et encouragea les grands créateurs de son temps, comme Benvenuto Cellini ou le grand architecte Philippe Delorme, qui dessina le château d'Annette pour elle. Quant à Ronsard, son poète favori, elle le pensionna généreusement. C'est aussi Diane qui obtenait les grâces, décidait des condamnations et pesait sur les tractations diplomatiques, tandis que Catherine s'entourait d'une cour brillante, inspirée de celle de François Ier, organisait des concerts, inventait des jeux et lançait de nouvelles danses. À Diane donc le sceptre, à Catherine la clé des plaisirs. Mais Catherine entend bien sortir de ce rôle réducteur et de ne pas se contenter de faire des enfants. Progressivement, au fil des années, elle va reprendre l'offensive, à la grande stupeur de Diane. Elle va peu à peu s'imposer. D'abord timidement, en 1552, lorsque Henri II part en campagne en Lorraine et lui laisse la régence. Même si, en réalité,
c'est le Conseil royal qui détenait le pouvoir effectif, elle prit conscience de son rôle déterminant et l'assuma, notamment en 1557, lorsque, en guerre contre l'Espagne, les troupes françaises se trouvent en difficulté et l'armée espagnole prête à deux doigts de prendre Paris. Sans prendre l'avis de quiconque, elle se rendit à l'hôtel de ville et, interrompant la séance, s'adressa éplorée aux échevins. L'Espagnol menace l'existence du royaume tout entier, mais le pays est riche. Levons notre armée et courons sus à l'ennemi, que nous bouterons hors de nos frontières avec l'aide des dieux et de notre bourse. Puis elle arrache de sa gorge un collier de grande valeur et le jeta au milieu de l'assemblée en s'écriant « La France a besoin de vos écus. Votre reine vous supplie humblement de sauver vos enfants. » On assista alors à une explosion d'enthousiasme, et elle parvint rapidement à trouver auprès du prévôt des marchands de Paris, ainsi que des échevins et des parlementaires, la somme nécessaire, soit 300 000 livres tournois, pour lever de nouvelles troupes qui permirent à l'armée française de redresser la situation et de reprendre le contrôle du pays. Diane et les Guises furent tous surpris devant la révélation soudaine d'un aspect du caractère de Catherine que personne ne soupçonnait. Ce coup d'éclat lui valut beaucoup plus d'attention de la part de son royal époux. On peut même dire que Henri délaissa alors un peu sa maîtresse. L'espace d'un instant, Catherine eut le sentiment que son heure était venue. Mais quand la trêve de Vaucelles fut signée avec les Espagnols, la régente s'effaça et ses adversaires commencèrent à respirer. Toutefois, Catherine avait mis le pied à l'étrier et elle avait pris plaisir à gouverner. Elle allait tenter désormais, sans grand succès toutefois, de s'opposer aux initiatives politiques de Diane qu'elle jugeait souvent malheureuses. Un jour, elle répliqua à Diane, qui cherchait à l'amadouer et à lui démontrer les avantages d'une décision politique contestable. De temps en temps, à toute époque, les putains ont dirigé les affaires des rois. Ce sursaut de révolte était assez rare de sa part pour qu'il mérite d'être souligné. Diane approchait alors 55 ans, et aussi étonnant que cela puisse paraître, Henri en était toujours très amoureux. Cet attachement persistant de Henri pour la favorite mûrissante commença à susciter la méfiance de la superstitieuse Catherine. Une passion aussi durable n'est pas normale, pensait-elle souvent. Elle attribua alors à un charme magique la domination de Diane sur son mari, qui continuait à la couvrir de cadeaux, ordonna même, fait unique dans l'histoire des amours de nos rois, de frapper des médailles à son effigie. Catherine ne trouvait pas d'explication raisonnable à cette fidélité qui bravait les années. Il faut signaler que Henri continuait à porter les couleurs de Diane en tournoi. C'était déprimant. Alors, Catherine s'interrogea. En fin de compte, puisque Diane avait ensorcelé le roi et continuait à l'ensorceler, pourquoi elle, Catherine, qui autrefois avait eu recours avec succès à ces mêmes pratiques pour avoir un enfant, n'utiliserait pas des procédés identiques pour récupérer son époux? Malheureusement pour elle, ni les bagues magiques qu'elle enfila, ni les poupées qu'elle perça au cœur, ni les multitudes de poudres qu'elle mêla au breuvage d'Henri,
ne parvinrent à ramener celui-ci dans le droit chemin. Catherine était désespérée. Non seulement Henri ne se lassait pas de Diane, mais il semblait plus entiché d'elle que jamais. La constance de ses sentiments pour la déesse du château d'Annette était à toute épreuve. Il continua même à boire dans la coupe de verre qu'on avait moulée sur le sein de Diane. Pourtant, Catherine crut un instant voir poindre le crépuscule de la plus que reine, quand Henri entreprit la conquête de Johanna Fleming, profitant d'une absence de Diane. Si seulement, pensa Catherine, cette stupide Écossaise qui jacassait comme une perruche pouvait détacher Henri de sa vieille maîtresse. Mais très vite, elle se rendit compte que le remède était bien pire que le mal. Et dès le retour de Diane, elle noua une entente avec elle pour inciter Johanna à retourner au plus vite dans son île. Mais, avant son départ, elle eut le temps de mettre au monde un fils, reconnu par le roi sous le nom de Charles de Valois. L'alliance de circonstances entre Catherine et Diane peut surprendre, mais il faut bien voir que Diane préférait de beaucoup voir son amant prendre un plaisir médiocre dans le lit conjugal que de s'éclater avec des jouvencelles. Quant à Catherine, elle préférait continuer à voir Diane, dont elle était habituée à la présence depuis tant d'années, plutôt qu'une nouvelle venue ambitieuse et prête à tout pour s'imposer auprès du roi. Et c'est ainsi que le singulier couple à trois se reconstitua presque joyeusement et poursuivit son chemin avec certes des hauts et des bas. Catherine fit preuve de beaucoup de patience avec elle. Diane veillait, par conviction profonde, sur l'Église catholique, et elle se méfiait des protestants, qui par ailleurs ne l'épargnaient guère dans leurs pamphlets, allant jusqu'à l'accuser d'être une sorcière fondue au diable et de peser lourdement sur le salut de l'âme du monarque, la traitant de grande prostituée. Catherine elle-même ne se privait pas elle aussi de parler en privé à propos de Diane, de grande prostituée. Comme sa patience avait ses limites, quelquefois elle explosait et bousculait l'harmonie qui régnait dans le ménage à trois. Une fois, elle menaça dans les couloirs du Louvre de faire vitrioler la favorite afin que le roi s'en détourne à jamais. Plus insidieusement, elle déclara un autre jour à Diane: « J'ai lu les histoires de ces royaumes et j'y trouve que, de tout temps et à toutes les époques, les putains ont dirigé les affaires des rois. » Mais ces éclats restèrent rares, et la plupart du temps Catherine continuait à tolérer Diane et à avoir de bonnes relations avec elle. En retour, Diane avait une certaine complaisance avec Catherine, et très souvent elle envoyait le roi dormir avec la reine. Tout aurait pu encore longtemps se poursuivre, chacun faisant des concessions à l'autre, et finalement y trouvant son compte. Mais un éclair allait bientôt zébrer ce ciel trop serein. Une lance, celle du jeune comte Gabriel de Montgomery, allait changer radicalement le cours de l'histoire. Le ciel était lumineux. Le soleil avait brillé toute la journée. En cette fin d'après-midi, ce 28 juin 1559,
Le spectacle grandiose de tournoi donné par le roi à l'occasion des noces de sa sœur Marguerite avec le duc Emmanuel-Philippe de Savoie s'achevait dans l'enthousiasme populaire et les trompettes des héros, mais les Parisiens, vêtus de leurs plus beaux pourpoints, étaient encore très nombreux, rue Saint-Antoine, devant l'hôtel des Tournelles, et les musiciens continuaient à jouer de leurs instruments. Henri II semblait au mieux de sa forme, et il se réjouissait du succès de ses joutes au cours desquelles les plus valeureux chevaliers du royaume s'étaient affrontés dans une ambiance joyeuse. Une fois n'est pas coutume, son visage était radieux. Il avait lui-même participé à 2 combats, portant les couleurs de Diane, le blanc et le noir, et à chaque fois avait été victorieux. Il venait d'avoir 40 ans, et il avait prouvé à ses sujets qu'il était toujours vigoureux de corps et d'esprit. L'air était encore embrumé de la poussière soulevée par les sabots des chevaux et les luttes des jouteurs. Avant de quitter le jeu, il exigea un dernier échange avec un jeune homme qui s'était toujours montré brillant au cours de ses joutes, le comte Gabriel de Montgomery, fils du capitaine de sa garde écossaise. Catherine, dans la tribune d'honneur, dissimulait mal son angoisse. Elle avait en effet interrogé l'un de ses astrologues, Luc Gory, qui avait lu, dans le thème d'Henri II, un signe de mort violente. Elle tenta donc de le dissuader d'entreprendre ce dernier échange par l'intermédiaire de M. de Boisy. La reine, lui dit celui-ci, conjure votre majesté de ne plus courir pour amour d'elle. Précisément, répliqua Henri, c'est pour l'amour d'elle que je veux rompre notre lance. Les chevaliers, soudain mal à l'aise, supplient également le roi de s'abstenir. Montgomery lui-même intervint dans ce sens, mais le roi de le rétorquer en souriant, on se souvient qu'il était rare de le voir sourire, « Seriez-vous déjà fatigué, mon jeune seigneur ?» Et le souverain d'éperonnait son cheval, qui tremblait d'impatience sous le harnois. Catherine comprima les battements de son cœur de ses 2 mains. Bientôt, les 2 hommes, armés, installés sur leur monture, s'élancèrent, se croisèrent, puis se choquèrent. Montgomery toucha le premier, mais sa hampe atteignit Henri II à la gorge. Elle se brisa aussitôt et vola en éclats, soulevant la visière du roi, blessant son visage du côté gauche. N'ayant pas lâché la hampe fendue, Montgomery percuta une seconde fois la face royale, du côté droit cette fois, à l'œil et à la tempe. Sonné, Henri II s'affaissa sur l'encolure de son cheval, puis tenta de se redresser un instant, et s'affala presque aussitôt, prêt à tomber. Dès le premier choc, les hommes s'affairaient autour de lui pour le secourir. Lorsque le casque du souverain fut ôté, un flot de sang coula sur son visage. Henri II avait perdu connaissance, mais il était vivant. On tenta de le ranimer, eau froide, essence de rose, vinaigre, et il revint à lui peu à peu. Montgomery était alors à genoux devant lui, le visage inondé de larmes et le suppliant de lui faire couper la main et trancher la tête. Le souverain avait suffisamment retrouvé ses esprits pour lui répondre avec la plus grande douceur qu'il n'avait rien à se reprocher et n'avait fait qu'obéir à son roi. Catherine, qui n'avait pas encore quitté la tribune, demanda d'une voix blanche à monsieur de Vieilleville, accouru pesamment dans son armure, si la blessure était grave. « Que votre majesté se rassure, » lui répondit le maréchal. « Il s'agit d'une simple égratignure. » Transporté immédiatement à l'hôtel de Tourelle, Henri reçut les premiers soins. Ce n'était pas malheureusement une simple égratignure.
Son état était très grave, et il passa sa première nuit dans un probable coma. Pendant des jours et des nuits, Catherine ne le quitta pas une seconde, tandis que se succédaient à son chevet médecins et apothicaires, dont le fameux chirurgien Ambroise Paré, convoqué d'urgence. Les multiples saignées et lavements qu'on lui imposa ne firent que prolonger son agonie. Le cerveau était atteint. On tenta bien d'extraire du crâne royal les esquilles du tronçon de la lance. On décapita même en hâte plusieurs criminels se trouvant à la prison du Châtelet de la Conciergerie pour essayer de reproduire sur la tête des suppliciés la même blessure que celle de Henri. Puis on tenta d'en retirer des éclats de bois identiques à ceux qui tuaient lentement le roi de France. Mais rien n'y fit. Le 10 juillet, vers 9 heures du matin, il reçut l'extrême-onction. Catherine était effondrée. La terrible prophétie de Nostradamus s'était réalisée. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes, une seulement, puis mourir, mort cruelle. On sait que quelque temps plus tard, Catherine le fera venir à la cour et l'installera à Chaumont-sur-Loire. Devenue si subitement veuve, à 40 ans, Catherine prit le deuil. Un deuil qu'elle ne quitta plus désormais, sauf pour les noces de ses fils Charles IX et Henri III. La légende nous a transmis l'image de cette silhouette voilée de soie noire sur laquelle se détache son visage ivoirin d'italienne. On aurait presque pu penser qu'elle ne se remettrait jamais de la mort de l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. Mais elle parvint à rebondir, et ceci, selon moi, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle était mère, et qu'elle adorait ses enfants, et tout particulièrement ses fils, qui monteront à tour de rôle sur le trône, comme l'avait également prévu le mage de Saint-Rémy. Pour eux, elle se ressaisira rapidement, et la mère, la mamma, comme l'on disait dans son Italie natale, aura une grande influence sur ses fils. La seconde raison, plus inavouable, c'est qu'elle pouvait enfin savourer sa vengeance envers Diane. Une vengeance implacable. Toutes les humiliations, les rancœurs accumulées au cours de ce que j'ai appelé les années Diane, furent soudainement exorcisées. Catherine se sentait comme libérée d'un terrible carcan. Diane, qui s'était précipitée en apprenant le terrible accident, fut accueillie fraîchement à la cour. En fait, contrairement à ce que l'on a prétendu parfois, Catherine n'accabla pas la favorite déchue. Elle la remercia même de ses bons et loyaux services. « Adieu, madame, lui dit-elle. La reine de France vous remercie de vos services. » Mais elle la pria aussi de se retirer immédiatement dans sa résidence parisienne, l'hôtel Barbette, et de rendre sur le champ bijoux, parures et le château de Chenonceau, ne parvenant à conserver que le château d'Annette. Elle ne fut pas admise aux funérailles, et elle dut se contenter de suivre d'un regard noyé de larmes la dépouille royale depuis la fenêtre de son hôtel. Elle se retira à Annette dans un état moral et physique lamentable. Elle faisait peine à voir, dit-on, et elle vieillira tout à coup. Elle enlaidira. Son nez deviendra vilain et rouge.
elle se réfugia dans la prière, cherchant l'oubli et l'apaisement. En 1565, la malheureuse se brisa une jambe à la suite d'une chute de cheval et elle s'éteindra un an plus tard, le 26 avril 1566. La légende assure que de sa bouche s'échappa un dernier soupir qui prit alors la forme d'un prénom, Henri. Mais est-ce bien une légende? Si Catherine de Médicis aima Henri avec passion, je voudrais insister sur le fait que Diane de Poitiers l'aima aussi ardemment, je dirais même follement. Et je regrette que certains historiens actuels contestent cet amour et ravalent Diane au rang de favorite intrigante. Diane ne dédaignait pas les choses terrestres. Elle aimait le luxe, certes, mais surtout, elle adorait Henri. Elle aima d'abord maternellement cet enfant mâle dans sa peau qui fut traumatisé par son incarcération de presque 5 ans en Espagne en tant qu'otage. Puis cet amour maternel devint un amour fusionnel au niveau de l'âme, du corps et du cœur. Diane adulait Henri. Tout le reste importait peu pour elle. Il faut lui rendre cette justice. À la cour de France, après les années Diane, nous entrons en 1559 dans les années Catherine. 30 années, allant de la mort de Henri II à sa propre mort en 1589, à la veille de ses 70 ans. 30 années au cours desquelles la Florentine, sortant définitivement de sa coquille, gouverna la France, s'efforçant d'apaiser les tensions religieuses, de réconcilier catholiques et protestants, sans pouvoir éviter les épouvantables guerres de religion où le fanatisme religieux atteignit son paroxysme. Catherine de Médicis, la reine humiliée des années Diane, a été tout le contraire de l'image que l'on a retenue d'elle en raison des massacres en masse de la Saint-Barthélemy, qu'elle n'a pas ordonnés et auxquels elle n'a pas participé, contrairement à ce que montre François Dubois dans son tableau célèbre qui contribua à forger la légende noire de Catherine. En fait, Catherine refusa toujours de céder aux extrémistes. Elle parvint à préserver, en dépit de toutes les difficultés, ce qui pour elle était l'essentiel, l'unité du royaume, et elle prépara le terrain à Henri IV en vue de sa pacification, bien qu'involontairement toutefois. Mais la haine qu'elle souleva dans les deux camps la poursuivit jusqu'à sa mort. Pourtant, si certains Parisiens ne manifestèrent guère d'émotion à l'annonce de sa mort, d'autres, pour honorer sa mémoire, accoururent jusqu'à l'église Saint-Sauveur de Blois où les funérailles furent célébrées. Toutefois, l'hommage le plus émouvant qui lui fut rendu fut sans doute celui, spontané, du petit peuple, las de l'interminable guerre civile. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus de reine-mère pour nous faire la paix. Je vous remercie.